Toi, l'immigré noir, comment oses-tu te comporter comme une mère avec ma fille ?» rugit Henri Laurent, un milliardaire français de 50 ans, au tempérament autoritaire et conservateur, en claquant la porte de la cuisine de sa villa aux abords de Paris. Sa voix résonne comme un fouet, chargé de mépris racial, tandis qu'il fixe Amina, la domestique d'origine sénégalaise âgée de 35 ans, qui serre Sophie contre elle, guidant les petites mains de l'enfant pour remuer une sauce yassa au poulet, un plat sénégalais épicé dont les effluves emplissent l'espace. Amina, le corps tendu mais ferme, ne lâche pas Sophie, ses doigts noirs contrastant avec la peau pâle de la fillette de 8 ans, qui esquisse un rare sourire depuis la mort de sa mère. « Monsieur Laurent, je ne fais que lui apprendre à cuisiner avec amour, comme on le fait chez moi, pour guérir son chagrin, » répond Amina d'une voix calme, mais ses yeux sombres lancent un défi silencieux, ses ongles enfoncés légèrement dans le tissu de sa robe simple. Amina, redressée face à Henri, sent la fureur de l'homme la traverser comme un vent glacé, mais elle ne fléchit pas. D'une voix mesurée, imprégnée de la dignité forgée par les épreuves de son exil sénégalais, elle réplique « Monsieur Laurent, vos paroles sont des armes forgées dans l'ignorance. Je n'usurpe rien. J'offre à Sophie ce que votre monde froid lui refuse, un peu de chaleur humaine, à travers des recettes qui portent l'histoire de mon peuple. Si cela vous offense, c'est votre cœur qui est étroit, pas mes intentions. » Ses mains, encore tachées d'épices, se crispent d'homme légèrement sur le bord du comptoir, un geste discret qui trahit sa résolution intérieure, comme si elle ancrait ses racines africaines dans ce sol étranger. Henri, les narines frémissantes, balaie l'air d'un geste impérial. « De la chaleur humaine, c'est de l'insolence. Tu crois que tes mixtures de primitives peuvent te remplacer l'éducation que je donne à ma fille ? Sophie n'a pas besoin de tes contes de sauvage. » Il s'avance, son ombre couvrant la petite, qui tremble contre Amina, ses larmes coulant en silence. Sophie, d'une voix brisée mais déterminée, intervient. « Papa, arrête. Amina m'a appris à mélanger les ingrédients avec patience, comme pour guérir une blessure. Elle dit que la cuisine unit les âmes et pour la première fois, je me sens moins seul sans maman. Je t'en prie, écoute-moi. » L'enfant tend une main suppliante vers son père, ses doigts encore jaunis par le curcuma, un témoignage muet des leçons reçues. Mais Henri, sourd à la vulnérabilité de sa fille, secoue la tête avec dédain, ses yeux plissés en une fente de mépris. « Écoutez, à une enfant manipulée par une étrangère ? Non. Et toi, Amina, ose encore me défier, et je te fais regretter d'avoir posé le pied en France. Ramasse tes affaires et disparais. » Il croise les bras, son corps massif bloquant la sortie, un mur de pouvoir absolu. Amina, sans un mot de plus, incline légèrement la tête, non en soumission, mais en pitié silencieuse, et commence à rassembler ses ustensiles épars. Elle s'agenouille une dernière fois devant Sophie, effleurant sa joue d'un geste maternel. « Ma petite, garde ces recettes dans ton cœur. Elles te rendront forte, même quand le monde est cruel. » L'enfant s'accroche à elle, ses sanglots redoublant, mais Amina se dégage doucement, ses épaules droites portant le poids d'une injustice familière aux immigrés comme elle. Henri observe la scène, un tic nerveux, agitant sa mâchoire, mais il masque son malaise par un grognement. « Assez de ce spectacle, dehors maintenant !» Amina franchit le seuil, son pas régulier résonnant comme un reproche muet, laissant derrière elle un silence oppressant. Sophie, effondrée sur le sol, fixe son père avec des yeux rougis de trahison. « Tu l'as chassée, il était comme une famille pour moi. » Henri, sentant un pincement fugace au creux de la poitrine, un doute qui l'étouffe aussitôt, se détourne, feignant l'indifférence. Il s'assoit lourdement, ses doigts d'entr'homme tambourinant sur la table, mais au fond de lui, l'image de Sophie implorante s'incruste, éveillant une ombre d'inquiétude qu'il refuse d'examiner.
La villa, soudain plus vaste et vide, semble murmurer les échos de l'injustice commise, tandis que l'odeur du yassa s'attarde, un rappel tenace de ce qui a été brisé par son orgueil racial. Sophie se relève lentement, ses petites mains serrées en poing, et quitte la pièce sans un regard, laissant Henri seul avec son triomphe, amer, une fissure naissante dans son assurance impitoyable. Henri claque la porte de son bureau, s'affalant dans son fauteuil en cuir, les doigts pianotant nerveusement sur le clavier de son ordinateur portable. Il plonge dans ses mails professionnels, forçant son esprit à se concentrer sur les chiffres de son empire immobilier, ignorant le vide qui s'installe dans la villa depuis le départ d'Amina. Les heures me passent, rythmées princ par le tic-tac d'une horloge ancienne, mais une agitation sournoise le ronge, comme un ver creusant dans le bois. Sophie, de son côté, erre dans les couloirs sombres, ses pas légers évitant les craquements du parquet pour ne pas alerter son père. Elle se glisse dans la cuisine déserte, allumant une petite lampe pour ne pas attirer l'attention, et fouille dans les placards avec détermination. Ses mains tremblantes saisissent mesdames les ingrédients qu'Amina lui a indiqués. Du poulet frais, des oignons, du citron et ces épices exotiques qui picotent encore ses narines. Avec une précision maladroite mais fervente, Sophie suit les étapes de gravées dans sa mémoire. Elle émince les oignons, les fait revenir dans une poêle chaude, ajoutant le poulet pour le dorer, puis verse le jus de citron et les épices, remuant avec une cuillère en bois, comme Amina le lui a montré. La sauce mijote, libérant un arôme citronné et piquant qui envahit progressivement la maison, un parfum de réconfort qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps. Ses joues rougissent sous l'effort, une mèche de cheveux collée à son front, moite, mais un éclat de fierté illumine ses yeux. Pour la première fois, elle crée quelque chose de ses propres mains. Un acte de rébellion silencieuse contre la solitude imposée par son père. Lorsque le plat est prêt, Sophie le dispose sur un plateau, le couvrant d'un torchon pour en préserver la chaleur, et se dirige vers le bureau d'Henri sur la pointe des pieds. Elle pousse la porte entr'ouverte, le plateau vacillant légèrement dans ses bras. « Papa, j'ai fait ça pour toi », murmure-t-elle d'une voix hésitante, posant le yassa devant lui. Henri sursaute, ses yeux quittant l'écran pour fixer l'assiette fumante, son nez captant l'odeur familière qui le transporte instantanément à un voyage oublié en Afrique lors d'un séjour d'affaires où il avait goûté des saveurs similaires, loin de son monde structuré. Intrigué malgré lui, il prend une fourchette, pique un morceau de poulet et le porte à sa bouche. La tendreté de la viande, imprégnée d'une acidité relevée et d'une chaleur épicée, explose sur sa langue. Un équilibre parfait, inattendu de la part d'une enfant de 8 ans. « Comment as-tu fait ça ?» balbutie-t-il, la surprise adoucissant son ton habituellement tranchant, une fourchette suspendue en l'air. Sophie, enhardie, s'assoit en face de lui, ses petites jambes se balançant sous la chaise. « C'est Amina qui m'a appris. Elle disait que cuisiner, c'est comme tisser des liens invisibles, avec patience et amour. Elle m'a montré comment doser les épices pour que ça guérisse le cœur, pas juste l'estomac. Grâce à elle, je pense moins à maman qui me manque, parce que ses recettes portent des histoires de famille fortes, comme la sienne au Sénégal. » Henri avale une autre bouchée, le goût réveillant un flot de souvenirs enfouis, des marchés animés, des rires lointains, et maintenant, la réalisation que sa fille, si renfermée, a trouvé un éclat de vie dans ses leçons interdites. Un nœud se forme dans sa gorge, ses doigts serrant la fourchette jusqu'à en blanchir les jointures. Le regret monte, acide comme le citron du plat, lui serrant la poitrine. Il a chassé la seule personne capable de ramener un sourire à Sophie, aveuglée par ses barrières érigées. « Elle t'a vraiment aidé à ce point ?» demande-t-il d'une voix rauque, posant enfin l'ustensile. Sophie hoche la tête vigoureusement. « Oui, papa. Et maintenant,
Elle y est départie à cause de toi. Allons la chercher, s'il te plaît. Henri ferme les yeux un instant, le poids de sa décision l'écrasant comme une vague. Il se lève brusquement, tendant la main à sa fille. D'accord, on va la trouver. Je dois réparer ça. Ensemble, ils sortent, le plateau abandonné témoignant du premier craquement dans l'armure de Henri. Un pas vers une rédemption naissante. Henri démarre brutalement sa Mercedes, le moteur rugissant comme sa culpabilité refoulée, et s'engage dans les rues encombrées de Paris, Sophie sanglotant sur le siège passager. « On la trouvera, papa ?» demande-t-elle d'une voix étouffée, ses doigts serrant un mouchoir imprégné de larmes. Henri, les mains crispées, sur le volant, hoche la tête sans un mot, son regard fixé sur la route, mais son esprit tourmenté par l'image du yassa, ce plat qui a révélé son propre aveuglement. Il compose un numéro sur son téléphone main libre. « Allô, détective Moreau, c'est Laurent. Trouvez-moi une femme nommée Amina, sénégalaise, immigrée récente. Elle travaillait chez moi. Je paye double pour des résultats immédiats. » Le détective, un homme bourru d'une quarantaine d'années, accepte sans poser de questions, sa voix crépitant dans l'habitacle. « Donnez-moi des détails, âge, apparence, derniers endroits connus. » Henri dicte les informations d'un ton sec, ses ongles tambourinant sur le volant à chaque feu rouge, un tic qui trahit son impatience grandissante. Sophie, recroquevillée contre la vitre, murmure. « Elle m'a appris à éplucher les oignons sans pleurer, papa, en pensant à des choses heureuses. » Ces mots percent Henri comme une lame, lui rappelant ses voyages oubliés en Afrique, où il avait négocié des contrats sans jamais regarder au-delà des chiffres. Le détective rappelle 1 heure plus tard. Elle est dans le quartier de la Goutte d'Or, à un centre communautaire sénégalais. Adresse 18 rue Mira. Mais attention, c'est un milieu fermé aux étrangers, comme vous. Henri accélère, slalomant entre les voitures, ignorant les klaxons furieux, son cœur battant plus fort à mesure qu'il s'enfonce dans les rues populaires, bordées de marchés aux épices et de visages noirs qui le fixent avec suspicion. Ils arrivent au centre, un bâtiment modeste aux murs tagués de motifs africains. Henri descend, tirant Sophie par la main, et pousse la porte d'un geste déterminé. À l'intérieur, l'air est chargé d'odeurs de thiéboudienne et de rires d'enfants. Il balaie la salle du regard, repérant Amina au fond, entourée de gamins qu'elle guide pour préparer un mafé, ses mouvements fluides et assurés. « Amina !» lance-t-il d'une voix forte, traversant la pièce comme un ouragan. Les conversations s'arrêtent net. Des regards hostiles se posent sur lui, un blanc en costume cher dans ce havre immigré. Amina se fige, une cuillère en main, ses yeux s'écarquillant avant de se durcir. « Monsieur Laurent, que faites-vous ici ?» demande-t-elle, posant l'ustensile avec un claquement sec, croisant les bras sur sa poitrine. Henri s'approche, ignorant les murmures autour, et avoue d'une voix basse mais pressante. « Je me suis trompé. Le plat de Sophie m'a ouvert les yeux. Elle a besoin de vous. Revenez, je vous en prie. » Sophie, lâchant la main de son père, court vers Amina et l'enlace. « S'il te plaît, reviens. Sans toi, la maison est vide. » Amina s'agenouille, caressant les cheveux de l'enfant, mais son regard reste fixé sur Henri. « Vos excuses viennent trop tard. Vous m'avez humilié devant elle. » Henri, sentant la résistance, insiste. « Je paierai plus, je changerai. » Mais pour Sophie, un homme du centre, un compatriote sénégalais trapu, s'interpose. « Laissez-la tranquille, Blanc. Vous n'avez pas votre place ici. » Henri recule d'un pas, sa mâchoire se serrant, mais il persiste, décrivant comment le goût du yassa l'a confronté à ses préjugés, à son isolement émotionnel depuis la mort de sa femme. Le détective envoie d'un message. « J'ai creusé. Amina a perdu sa famille au Sénégal dans un conflit. Elle est forte,
mais vulnérable Chiaronissi. Henri utilise cela subtilement. Je sais pour votre passé. Laissez-moi vous aider, comme vous aidez Sophie. Amina hésite, touchée par la vulnérabilité inattendue de l'homme, mais elle secoue la tête. Pas encore. Henri, frustré, sort avec Sophie, mais dans la voiture, il jure. On ne lâche pas. Demain, on revient. La nuit tombe sur Paris, et Henri, pour la première fois, contemple les lumières des quartiers immigrés, une prise de conscience naissante l'envahissant, le poussant à affronter ses démons pour reconquérir Amina. Amina pousse la porte grinçante d'un appartement exigu dans le quartier de la Goutte d'Or, ses épaules alourdies par un sac rempli d'épices salvées de la villa. Elle s'effondre sur un matelas usé, ses doigts jaunes frottant machinalement une cicatrice discrète sur son avant-bras, souvenir d'un conflit au Sénégal qui lui a arraché sa famille. Mais elle se relève aussitôt, refusant la défaite, et se dirige vers la cuisine commune du centre communautaire adjacent, où une dizaine d'enfants immigrés attendent, leurs yeux brillants d'impatience. Aujourd'hui, on prépare du mafé, annonce-t-elle d'une voix ferme, distribuant des arachides et de la viande, ses mouvements précis comme une danse rituelle. Un garçonnet de 10 ans, aux joues sont creusées par la faim, tente une casserole. Amina guide sa main, remue lentement, comme pour apaiser une tempête intérieure. C'est ainsi que l'on guérit les blessures invisibles. Les enfants s'activent autour d'elle, leur rire fusant par intermittence, brisant le silence oppressant de leur exil. Amina, sans un mot sur son humiliation récente, se concentre sur eux, versant de l'huile de palme dans une marmite bouillonnante, l'odeur terreuse envahissant l'espace confiné. Une fillette timide, orpheline comme elle, s'approche. Amina, raconte-nous encore l'histoire de la mère lionne qui protège ses petits contre les hyènes. Amina s'accroupit, ses yeux sombres s'adoucissant. La lionne ne rugit pas en vain. Elle enseigne à ses petits à chasser ensemble, à partager la proie. Comme nous ici, unis contre l'adversité. Elle poursuit en wolof, traduisant fluidement en français, tissant des liens culturels qui fortifient dans mes sésames déracinés. Ses mains, encore imprégnées de l'essence du yassa, moulent mec la pâte d'arachide avec une vigueur qui masque son propre tourment, la perte de Sophie, ce petit éclat de lumière dans sa vie parisienne précaire. Un ami du centre, un homme massif nommé Moussa, s'appuie contre le mur, observant « Tu es des revenus blessés, Siamina. Ce blanc t'a chassé comme un chien errant. Pourquoi ne pas lutter ?» Elle secoue la tête, un sourire amer aux lèvres. Lutter avec les poings ne change rien. Je construis ici, avec ses enfants. Mon père me disait « La force d'une femme est dans sa patience, comme la rivière qui creuse la roche. » Moussa hoche la tête, lui tendant un bol de thé. « Mais garde-toi. J'ai entendu des rumeurs sur ce Laurent. Sa femme était morte dans un accident lié à ses chantiers, avec des ouvriers comme nous. Peut-être un secret enterré. » Amina fronce les sourcils, un souvenir affleurant. Son père, ouvrier immigré, avait mentionné une Française bienveillante, la femme de Laurent, qui avait sauvé des vies lors d'un effondrement, mais des détails troubles planaient, impliquant un gestionnaire corrompu. Elle repousse la pensée, se replongeant dans la leçon. Goûtez maintenant, et sentez comment les saveurs se marient. C'est la vie, amère et douce à la fois. Les enfants dévorent, leur visage s'illuminant, et Amina sent une chaleur intérieure renaître, un bouclier contre le rejet subi. Plus tard, seule dans sa chambre minuscule, elle fouille un vieux coffret, extrayant une photo jaunie de sa famille perdue, ses doigts effleurant les contours fanés. « Je ne m'effondrerai pas », murmure-t-elle, se rappelant la suspicion sur Duval, le majordome de Laurent, qui aurait étouffé des rapports sur l'accident pour protéger l'Empire. Ce lien inattendu avec son passé la raidit. Si elle retourne, ce ne sera pas pour pardonner facilement,
mais pour déterrer la vérité enfouie, transformant sa douleur en une quête silencieuse. L'aube pointe et Amina se prépare pour une nouvelle journée, sa résilience intacte, prête à affronter quiconque menacerait son sanctuaire improvisé. « Revenez, Amina, je vous supplie », lance Henri en surgissant dans le centre communautaire, son costume froissé par la course, ignorant les regards hostiles des occupants. Amina, entourée d'enfants qui s'éparpillent comme des moineaux effrayés, se retourne vivement, une spatule encore en main, dégoulinante de sauce mafée. « Vous osez venir ici, après m'avoir traité comme une paria ?» rétorque-t-elle, sa voix tranchante comme une lame affûtée, posant l'ustensile avec un claquement sec sur la table, en bois éraflé. Henri, haletant, avance d'un pas, ses yeux implorants contrastant avec son maintien habituellement impérial. J'ai compris mon erreur, le plat de Sophie. Il m'a forcé à voir, mes préjugés m'ont aveuglé. Je reconnais mon racisme, ma peur de l'inconnu. Pardonnez-moi pour elle. Je promets de changer, de vous traiter en égal. Amina croise les bras, son corps tendu comme un arc prêt à décocher, refusant de céder. Vos promesses sonnent creux, monsieur. Vous m'avez humilié devant une enfante innocente, jetée dehors comme un déchet. Qu'est-ce qui vous fait croire que je reviendrai dans votre monde de privilèges ? Dehors, Sophie, collée à la vitre de la voiture garée en face, observe la scène, ses poings serrés contre la portière. Henri, sentant l'impasse, insiste d'une voix plus basse mais vibrante d'urgence. Sophie pleure sans vous. Elle parle de vos leçons comme d'un trésor. J'admets ma faute. J'ai vu en vous une menace à mon contrôle, à mon héritage français. Mais maintenant, je vois une sauveuse. Acceptez mes excuses sincères. Soudain, Sophie jaillit de la voiture, traversant la rue en courant, ses chaussures claquant sur le trottoir irrégulier. Elle se jette dans les bras d'Amina. « Ne pars pas pour toujours. Papa est désolé, vraiment. Tu me manques, tes histoires, tes recettes qui font chaud au cœur. S'il te plaît, reviens avec nous. » Amina s'agenouille, enveloppant l'enfant d'une étreinte protectrice, ses yeux s'embuant malgré elle. « Ma petite, ton innocence me touche plus que n'importe quelle parole. » Sophie murmure à son oreille « Il a goûté le yassa et il a changé. Pour moi, accepte. » Henri observe un nœud se formant dans sa gorge, sa main tremblant légèrement alors qu'il retient son souffle. Amina se relève lentement, fixant Henri avec une intensité nouvelle. Pour Sophie, seulement pour elle, j'accepte de revenir. Mais sachez que je ne serai plus une ombre silencieuse. Henri hoche la tête vigoureusement. Tout ce que vous voulez. Merci. Dans la conversation qui suit, alors qu'ils s'asseyent sur un banc extérieur, Amina lâche d'une voix hésitante. « Votre femme, mon père m'en a parlé autrefois. Elle allait aider des ouvriers sénégalais sur vos chantiers. Sa mort, ce n'était pas un simple accident, n'est-ce pas? J'ai entendu des whispers ici, sur Duval, votre majordome. Il aurait dissimulé des rapports pour éviter un scandale, impliquant des négligences fatales avec des immigrés comme moi. » Henri blêmit, ses doigts se crispant sur le banc. « Duval? Quel rapport? Ma femme enquêtait sur des irrégularités avant de mourir. Si c'est vrai, » Amina ajoute, « une lettre anonyme est arrivée au centre récemment, mentionnant un enregistrement caché dans votre villa, prouvant que Duval a étouffé l'affaire pour protéger vos intérêts. Si je reviens, c'est aussi pour découvrir la vérité, pour elle et pour tous ceux comme mon père qui ont souffert en silence. » Henri, ébranlé, acquiesce. Ensemble, alors. Rentrons et affrontons cela. Sophie entre eux serre leurs mains, un pont fragile entre deux mondes. Amina monte en voiture, son cœur battant d'une résolution neuve, tandis que l'ombre de Duval plane, promettant des révélations qui pourraient tout ébranler. « Cette noire n'a pas sa place ici.
siffle Monsieur Duval, majordome sexagénaire au service des Laurent depuis 3 décennies, en claquant un tiroir dans l'office de la villa, ses lèvres pincées en une grimace de dégoût. Ses mains veinées, habituées à polir l'argenterie avec une précision maniaque, tremblent légèrement tandis qu'il surprend Amina dans le couloir, portant un plateau pour Sophie. Duval, un parent éloigné par alliance, au corps voûté mais au regard perçant comme une aiguille, bloque son chemin d'un pas calculé. Vous croyez que votre retour efface tout? Monsieur Henri est faible, mais moi, je vois clair. Une immigrée comme vous souille cette maison de ses intrigues africaines. Amina, serrant le plateau jusqu'à en faire craquer les jointures, réplique d'une voix basse mais acérée. Vos murmures empoisonnés ne m'atteignent pas, Duval. Je suis ici pour Sophie, pas pour vos ombres. Duval ricane, un son rauque comme du papier froissé, et se penche vers elle, son haleine chargée de tabac froid. Pour Sophie, ou pour creuser dans nos secrets, j'ai entendu vos messes de base avec le maître. La mort de madame n'était pas un accident banal. Et vous, avec vos questions sur les chantiers, vous fouinez trop. Il ajuste son gilet impeccable, un geste rituel qui masque son agitation croissante, et pivote pour apostropher 2 domestiques dans l'ombre. Écoutez-moi bien. Cette femme répand des rumeurs raciales pour nous diviser. Dites-le aux autres, elle n'est qu'une opportuniste, prête à détruire la réputation des Laurent pour un visa permanent. Les employés, une jeune bonne et un jardinier, échangent dont des regards nerveux, mais hochent la tête, infectés par le venin distillé. Amina, sentant la menace s'épaissir comme un brouillard, avance malgré tout, mais Duval la suit d'un pas feutré, sa voix baissée en un murmure venimeux. « J'ai servi cette famille avant votre naissance. Madame enquêtait sur des irrégularités, des ouvriers immigrés mal payés, des sécurités négligées. Si elle est morte, c'est parce qu'elle dérangeait. Et maintenant, vous remuez la boue, je ne laisserai pas une étrangère comme vous exhumer cela. » Il glisse une main dans sa poche, froissant un papier invisible, peut-être une note ancienne, et ses yeux se plissent en fente calculateuse. Amina, le cœur battant mais le menton relevé, se retourne. « Vos menaces trahissent votre peur, Duval. Si vous avez caché des preuves pour protéger les affaires de Henri, la vérité finira par jaillir. » Duval blêmit un instant, sa main se crispant sur la rampe d'escalier, mais il contre-attaque. « Prouvez-le, et vous verrez ce que coûte de défier un homme comme moi. J'ai des alliés dans la maison, ils sauront vous isoler. » Plus tard, dans la soirée, Duval réunit discrètement le personnel dans les quartiers de service, sa voix sifflante comme un serpent. Cette Amina propage des mensonges sur la mort de madame pour s'incruster. Surveillez-la, rapportez-moi tout. Si elle fouille, sabotez subtilement. Un plateau renversé, un document égaré. La famille Lydieux-Laurent doit rester pure, sans tache immigrée. Une bonne émousite, mais Sophie l'adore. Duval la foudroie du regard. Sophie est une enfant, c'est moi qui protège l'héritage. Allez. Seul dans sa chambre étroite, Duval extrait d'un coffre verrouillé un dossier poussiéreux, ses doigts effleurant des rapports jaunis sur l'accident, des noms d'ouvriers sénégalais barrés, des signatures falsifiées. Son front perle de sueur. Il sait que l'arrivée d'Amina menace son emprise, révélant potentiellement son rôle dans le silence imposé pour sauvegarder la fortune et le statut. Une ombre de panique traverse son visage ridé. Si elle creuse, tout s'effondre. Il range le dossier, verrouillant le coffre d'un clic sec, prêt à contre-attaquer avec une férocité accrue. Amina glisse une clé USB dans l'ordinateur portable d'Emery, ses doigts effleurant l'écran, avec une précision chirurgicale, tandis que Sophie dort paisiblement à l'étage. « Commençons par les archives de votre femme, » murmure-t-elle, ses yeux scrutant les fichiers numériques comme une louve traquant sa proie. Henri,
assis à ses côtés dans le bureau faiblement éclairé, hoche la tête, sa main frottant machinalement sa nuque tendue. Elle gardait tout sur les chantiers, des rapports sur les conditions des ouvriers immigrés. Duval a toujours nié leur existence. L'écran s'illumine, révélant des dossiers cryptés. Amina tape un code fourni par un contact sénégalais, déverrouillant un rapport daté de 5 ans. Des photos granuleuses d'un effondrement de structure, des noms d'ouvriers africains listés, avec des annotations de la défunte épouse sur des négligences sécuritaires flagrantes. Henri blêmit, ses poings se serrant. C'est elle qui avait insisté pour auditer ces sites. Duval gérait les rapports. Il jurait que tout était en règle. Amina pointe un paragraphe. Regardez, des économies liées sur les équipements, priorisées sur la vie humaine. Des immigrés comme mon père, exploités et sacrifiés. Votre majordome a signé des décharges falsifiées pour étouffer les plaintes. Ils impriment dans les pages, les pliant soigneusement, mais un bruit de pas dans le couloir les fige. Duval passe, son ombre s'attardant un instant trop longtemps devant la porte. Henri éteint l'écran d'un geste vif. Il nous surveille. Allons ailleurs. Le lendemain, il se faufile barré dans les rues de Belleville, Amina menant Henri vers un café tenu par un ami sénégalais, un homme barbu nommé Karim, qui tire une chaise avec un regard méfiant. « Vous, le patron blanc ?» grogne-t-il. Mais Amina pose une main apaisante. « Il est avec moi, maintenant. Parle-nous de l'accident. » Karim sort un téléphone, montrant des messages anciens. Votre femme contactait des ouvriers survivants. Elle voulait témoigner contre les négligences. Duval est devenu ici, menaçant des dénonciations pour visas irréguliers si on parlait. Un rapport clé a disparu, sur des potons de vin pour accélérer les permis, au détriment de la sécurité. Henri note furieusement, sa plume grattant le papier comme pour exorciser sa naïveté passée. Duval protégeait mes intérêts ou les siens. De retour à la villa, il fouille le bureau de Duval en son absence, Amina crochetant la serrure avec une épingle à cheveux tordus. Un truc appris dans les camps de réfugiés. Henri retient son souffle, ses doigts de fouillant les drawers. Un carnet jauni émerge, avec des entrées codées sur des paiements occultes à des inspecteurs, et une note, effondrement couvert, Madame trop curieuse. Amina photographie les pages, preuve de corruption, mais il manque l'enregistrement audio qu'elle mentionnait. Soudain, un crissement de pneus dehors. Duval rentre tôt. Il se cache dans l'ombre, entendant ses pas approcher, son souffle lourd trahissant une paranoïa croissante. Plus tard, ils suivent Duval en voiture banalisée. Amina au volant, Henri accroupi à l'arrière. Le majordome s'arrête à un café discret, rencontrant un homme en costume, un ancien inspecteur. Amina enregistre discrètement. Les immigrés n'avaient pas de voix. On a enterré le dossier pour éviter le scandale racial dans les cercles huppés. Henri, écoutant via un écouteur, frappe du poing contre le siège. C'est lui qui a orchestré le silence, causant indirectement sa mort. Mais Duval repère la voiture, son regard se posant sur eux. Il accélère, semant une poursuite brève dans les ruelles, un pneu crevé, forçant Amina à s'arrêter. Essoufflés, ils analysent l'enregistrement, des noms, des dates, confirmant que Duval a manipulé les preuves pour préserver la réputation élitiste, masquant un système d'exploitation raciste. La tension monte. Un appel anonyme arrive sur le téléphone d'Amina. « Arrêtez, ou vous finirez comme elle. » Henri serre les dents. On continue. Pour la justice. Amina acquiesce, leur alliance se forgeant dans le feu de la révélation imminente. « Ouvrez ce fichier crypté, vite !» ordonne Amina, ses ongles claquant sur le clavier d'un ordinateur portable volé dans l'ombre d'un café discret à Montmartre, où Henri et elle se terrent après la filature ratée. L'écran clignote, révélant un enregistrement audio daté de la veille de l'accident. La voix de la défunte épouse de Henri,
clair et déterminé, dicte un mémo. Duval m'a menacé. Il sait pour les pots de vin versés aux inspecteurs pour ignorer les failles sécuritaires. Ces ouvriers sénégalais mourront si on ne réagit pas. J'ai la preuve. Des transferts bancaires masqués. Henri, penché sur l'écran, sent un froid glacial remonter son échine, ses doigts agrippant le bord de la table jusqu'à en faire grincer le bois. Amina avance la piste. Écoutez ça. Elle nomme Duval comme complice principal. Il a falsifié les rapports pour camoufler les économies d'Orly mortelles sur les équipements, tout pour gonfler les profits de votre empire. Votre femme voulait alerter les autorités, exposer le racisme systémique qui sacrifie les immigrés pour des contrats juteux. Duval l'a réduite au silence en sabotant subtilement le chantier, causant l'effondrement qu'il a emporté avec eux. Henri ferme les yeux, une nausée montant comme une bile amère. Mon Dieu, j'ai cru à un accident fortuit. Duval me jurait que c'était une fatalité, mais c'était un meurtre calculé pour protéger mes intérêts, non, les siens. Il touchait des commissions sur ses magouilles. L'enregistrement continue, la voix de la femme s'élevant. Duval a enterré les témoignages des survivants sénégalais menaçant leurs familles au pays. Mon contact, un ouvrier nommé Diallo, père d'Amina, m'a fourni des photos des failles. Si je meurs, c'est qu'il m'a trahi. Amina sursaute, ses mains couvrant sa bouche, une larme solitaire roulant sur sa joue. Mon père, il m'avait écrit sur une Française courageuse. C'était elle. Duval l'a fait taire pour empêcher que le scandale racial n'éclate, ruinant votre réputation élitiste. Et maintenant, il me vise, sachant que je porte son secret, via mon héritage familial. Henri, le visage blême, frappe du poing sur la table. Ce traître a volé ma femme, détruit des vies immigrées pour de l'argent sale. Tout ça sous mon nez, pendant que je signais les chèques aveuglément. Il décrypte le plus loin. Des emails interceptés montrent Duval orchestrant des virements offshore, effaçant des traces numériques pour masquer les négligences, des bartes d'armature défectueuses, des échafaudages instables, priorisés sur des coups bec bas pour exploiter la main-d'œuvre bon marché d'Afrique. Amina pointe un lien. Regardez, un paiement direct à Duval d'un sous-traitant, juste après l'accident. Il a acheté le silence des enquêteurs, transformant un homicide par négligence en tragédie imprévisible. Votre femme était la seule barrière. Il l'a éliminée indirectement en la piégeant sur site. Henri se lève d'un bond, arpente la pièce comme un lion en cage, sa respiration saccadée. J'ai élevé cet homme comme un oncle. Il a profité de ma confiance pour bâtir un empire sur des cadavres. Et pour vous bloquer, Amina, il répand ses rumeurs, craignant que votre lien avec Diallo ne révèle tout. Amina ferme l'ordinateur d'un claquement. La vérité est là, un crime raciste et cupide, masqué en accident. Duval n'agit pas seul, il protège un réseau d'élite qui exploite les immigrés. Nous devons le confronter à ça, avant qu'il ne nous réduise au silence. Henri acquiesce, une détermination féroce durcissant ses ortraits. Plus de secrets. On l'abat avec ses preuves. Pour elle, pour votre père, pour tous les oubliés. L'air chargé d'une tension électrique, ils sortent nets dans la nuit parisienne. La révélation forgeant une alliance inébranlable, prête à exploser en confrontation finale. Duval, arrêtez ce jeu, tonne Amina en surgissant dans le salon de la villa, brandissant le dossier jauni comme une arme, ses pas résonnant sur le parquet ciré. Duval, surpris en train de brûler des papiers dans la cheminée, se retourne vivement, ses yeux chassieux s'étrécissant en fentes venimeuses, une allumette encore fumante entre ses doigts, noueux. « Vous, comment osez-vous fouiller dans mes affaires ?» gronde-t-il, jetant l'allumette au sol d'un geste sec, son corps voûté se redressant comme un cobra prêt à frapper. Amina avance, le dossier tremblant légèrement dans sa main. Ce ne sont pas vos affaires, mais des preuves de votre trahison. Vous avez saboté les chantiers,
cacher les négligences qui ont tué Madame Laurent, et des ouvriers comme mon père. Pour de l'argent sale, vous avez sacrifié des vies immigrées. Duval ricane, un rire guttural qui masque sa panique croissante, et verrouille la porte d'un tour de clé rapide, le métal claquant comme un piège se refermant. Preuve, ce ne sont que des chimères d'une immigrée rancunière. Vous croyez que Henri vous croira? Il me fait confiance depuis 30 ans. Il s'approche, son haleine aigre effleurant le visage d'Amina, qui recule d'un pas mais tient bon, ses épaules carrées. Il sait maintenant pour les pots de vin, les rapports falsifiés. Votre réseau corrompu exploitait les Sénégalais, les traitant comme du bétail pour gonfler les profits. Madame voulait tout révéler. Vous l'avez piégée sur site, sachant que l'effondrement la réduirait au silence. Duval empoigne son téléphone, ses doigts arthritiques composant un numéro avec une urgence fébrile. « Police, venez vite, une intruse vole des documents chez les Laurent. » Amina bondit pour l'arrêter, mais il la repousse d'une poussée brutale, la projetant contre un meuble, un vase se brisant à ses pieds en éclats d'obtranchant. « Vous n'irez nulle part, sale étrangère. Avec ça, vous serez expulsée avant l'aube. Plus de visa, plus de mensonges. » hurle-t-il, sa voix montant en un crescendo hystérique, bloquant la sortie de son corps massif. Amina, le souffle court, ramasse un éclat de verre comme une dague improvisée. Vous avez peur, Duval. Votre empire de secrets s'effrite. Henri arrive. Il a entendu l'enregistrement. C'est fini pour vous. Soudain, Sophie surgit d'une porte latérale, ses yeux écarquillés d'horreur, ayant tout vu depuis l'escalier caché. « Laissez Amina !» crie-t-elle se jetant entre eux, ses petites mains poussant Duval qui vacille, surpris par l'irruption. « Toi, petite peste, reste en dehors de ça !» aboie Duval, levant une main menaçante, mais Sophie s'accroche à Amina. « Appelle papa, vite !» Amina, protégeant l'enfant d'un bras, compose frénétiquement le numéro de Henri sur son portable glissé dans sa poche. « Venez, il nous attaque !» Duval, réalisant le piège, arrache le téléphone d'un geste violent, l'écrasant sous son talon avec un craquement sinistre. Personne ne viendra. Vous deux, vous disparaîtrez comme les autres. Une immigrée et une gamine curieuse, facile à faire passer pour un cambriolage raté. Amina, dos au mur, sent la peur pulser dans ses veines, mais elle fixe Duval. Vous avez déjà tué pour cacher votre racisme cupide, mais Sophie est témoin. Vous ne vous en sortirez pas. Duval avance, ramassant un tisonnier de la cheminée, son ombre s'allongeant comme une menace mortelle. Sophie hurle, ses larmes coulant. « Arrêtez !» Amina la pousse derrière elle, prête à se défendre, son cœur battant un rythme de survie, forgé dans les épreuves passées. Dehors, des phares payissent perçant la nuit. Henri arrive, alerté par un appel coupé. Duval hésite, le tisonnier tremblant, sa façade craquelant sous la pression, mais il frappe vers Amina, manquant de justesse, le métal s'enfonçant dans le mur avec un bruit sourd. La tension culmine, Amina saisissant une lampe pour contre-attaquer, transformant le salon en arène de survie, où chaque seconde rapproche la révélation finale. « Ouvre cette porte, Sophie !» crie Amina, plaquée contre le mur, le tisonnier de Duval sifflant dans l'air à quelques centimètres de son visage. Sophie, terrifiée mais résolue, se faufile derrière le majordome et tire sur la poignée verrouillée, ses petites mains glissantes de sueur tournant la clé oubliée dans la serrure. Le mécanisme cède avec un clic sec. Amina pousse Duval d'un coup d'épaule, l'envoyant trébucher contre un fauteuil, et attrape Sophie pour s'enfuir dans le couloir obscur. « Vite, au sous-sol ! Henri m'a indiqué un coffre caché là-bas. » Halète Amina, descendant les marches en spirale, Sophie accrochée à sa taille comme un bouclier vivant. Duval se relève en jurant, ramassant le tisonnier, ses pas lourds résonnant derrière elle. « Vous ne sortirez pas vivante, ces preuves de brûleront avec vous. » Amina atteint la cave humide,
allumant une lampe torche de son téléphone, balayant les murs couvertes de toiles d'araignée. Là, derrière les étagères à vin, murmure-t-elle, poussant un rack qui grince, révélant une niche murale. Ses dons, ses doigts fouillent, délogeant une boîte métallique rouillée, verrouillée par un cadenas simple. Sophie, garde tremblante, tente une épingle. Utilise ça comme tu m'as appris pour les jeux. Amina crochette le mécanisme, le cadenas sautant avec un pop métallique. À l'intérieur, des rapports originaux, tachés de poussière, listant les négligences fatales, noms d'ouvriers immigrés rayés, signatures contrefaites de Duval, et un dictaphone ancien que Amina active d'une pression. La voix de la défunte épouse jaillit, accusatrice. Duval m'a forcé à signer un faux rapport. Les pots de vin aux inspecteurs ont causé l'effondrement. Si j'y vais demain, c'est pour confronter ce réseau raciste qui exploite les Africains. Enregistrez ceci comme preuve. Amina, les yeux brillants, range l'appareil dans sa poche. C'est la clé. Il a tout orchestré pour masquer son enrichissement personnel. Mais Duval surgit en bas des marches, essoufflé, bloquant la sortie avec son tisonnier levé. « Donnez-moi ça !» Il charge, visant la boîte. Amina esquive, trébuchant sur une caisse, Sophie hurlant. Henri irrimpe alors par une porte latérale, alerté par le bruit. « Lâchez-les !» Il plaque Duval contre le mur, arrachant l'arme improvisée d'un geste ferme. « Vous avez tué ma femme indirectement pour vos magouilles !» accuse-t-il, sa voix brisée par la rage. Duval se débat, crachant. « Pour sauver votre empire, ces immigrés n'étaient rien, des pions remplaçables. » Amina, se relevant, tend le dictaphone. « Écoutez votre propre condamnation. » Henri active l'enregistrement devant Duval, qui blêmit, ses épaules s'affaissant comme un château de cartes. « C'est fini », déclare Amina, appelant la police d'un geste rapide sur son téléphone récupéré. Duval tente une dernière fuite, renversant des caisses pour bloquer le passage, mais Henri le rattrape, le plaquant au sol. Sophie, en larmes, s'accroche à Amina. « On l'a eu !» Les sirènes hurlent au loin, scellant la victoire, les preuves intactes illuminant la cave comme un phare de justice, forgeant un lien indéfectible entre eux face à l'abîme révélé. Mesdames et messieurs, écoutez cette voix du passé, clame Henri au centre du salon illuminé de la villa, où une quarantaine d'invités en smoking et robes de soirée se figent, verres en main. Il active le dictaphone d'un geste théâtral, la voix de sa défunte épouse résonnant comme un fantôme accusateur. Duval a truqué les rapports pour cacher les négligences qui ont tué des ouvriers immigrés. C'était un meurtre par cupidité. Les murmures enflent en un bourdonnement choqué. Duval, au fond de la pièce, blêmit, sa coupe de champagne tremblant jusqu'à se renverser sur le tapis perçant. Amina, à côté de Henri, brandit les documents imprimés comme un étendard. Voici les preuves, virements occultes, signatures falsifiées. Duval exploitait les Sénégalais pour des profits sales, sacrifiant des vies pour masquer un système raciste dans vos cercles élitistes. Duval bondit, traversant la foule d'un pas chancelant, sa voix stridente. « Mensonge ! Cet immigré fabrique des calomnies pour s'incruster !» Il tente une main pour arracher le dictaphone, mais Henri l'esquive, le repoussant d'une poussée ferme. « Assez de vos masques. Vous avez piégé ma femme sur le chantier, sachant que l'effondrement l'emporterait avec vos victimes africaines. Pour des commissions, vous avez vendu des âmes. » Les invités reculent, une femme en perles couvrant sa bouche. Un homme d'affaires marmonne. « C'est impossible. Duval gérait mes contrats aussi. » Amina avance, sa robe simple contrastant avec le luxe ambiant, et projette des photos sur un écran improvisé. Effondrement, corps mutilés, noms immigrés barrés. Regardez, mon père parmi eux, écrasé par vos économies mortelles. Duval a acheté le silence pour préserver votre monde privilégié.
où les Noirs ne sont que des outils, jetables. Duval, acculé contre un mur, transpire abondamment, sa cravate se desserrant comme un nœud coulant. « Vous n'avez rien, ce sont des faux !» Mais Henri active un appel vidéo sur son téléphone, connecté à un projecteur. Un ouvrier survivant, Karim du Café, témoigne en direct. Duval m'a menacé pour que je taise les failles. Il a payé les inspecteurs pour ignorer les dangers antiraciaux. La salle explose en exclamations. Une invitée appelle la police discrètement. Duval tente une fuite, renversant une table de hors-d'œuvre, mais deux invités le bloquent, leurs mains fermes sur ses épaules. « Traître !» crie un partenaire d'affaires. Amina, fixant Duval droit dans les yeux, assène. « Votre haine raciale vous a trahi. Les immigrés ont une voix maintenant, et elle vous condamne. » Henri conclut, sa voix tonnante. « Duval a volé ma femme, exploité des innocents pour notre fortune tachée. Justice sera faite. » Les sirènes hurlent dehors. Les policiers entrent, menottant Duval qui se débat faiblement. « Vous regretterez ça, Laurent !» Mais Henri l'ignore, serrant Amina et Sophie contre lui. Les invités, ébranlés, diffusent la nouvelle sur leur téléphone. Le scandale racial explose en ligne. Amina murmure « C'est le début de la vraie réparation. » La soirée vire au chaos libérateur, Duval emmené, laissant un vide purifié, prêt pour une renaissance. « Coupable !» martèle le juge, d'une voix implacable, son marteau s'abattant comme un verdict final dans la salle d'audience bondée du tribunal de Paris. Duval, menotté et voûté sur le banc des accusés, s'effondre, ses mains tremblantes couvrant son visage ridé, tandis que des murmures de satisfaction parcourent dans les rangs des témoins. Des ouvriers sénégalais, au regard dur, leurs cicatrices invisibles enfin reconnues. Henri, assis au premier rang, serre la mâchoire, ses yeux fixés sur l'homme qu'il considérait comme un pilier familial, maintenant révélé comme un poison. Amina, à ses côtés, pose une main ferme sur son bras. « Justice est rendue, pour ma famille, pour la vôtre. » Sophie, blottie contre elle, observe en silence, ses doigts entrelacés dans ceux d'Amina, comme un ancrage dans la tourmente. Les policiers empoignent Duval, le traînant hors de la salle sous les flashs des caméras. Ils marmonnent des imprécations. « Vous payerez pour ça, Laurent, c'était pour vous protéger. » Mais Henri se lève, ignorant les supplications, et s'adresse au juge d'une voix ferme. « Je témoigne contre lui. Ses crimes ont coûté des vies immigrées, masquées par un voile de privilèges. » Le procureur énonce les charges. Falsification de documents, corruption, homicide par négligence, une peine de 20 ans plane, alourdie par les preuves irréfutables, enregistrement, virements tracés, témoignages exhumes. Duval, privé de ses alliés élitistes, s'écroule en aveu partiel. Oui, j'ai effacé les traces. Pour l'Empire. Les Africains étaient dispensables. Dehors, sous une pluie fine, Henri affronte les micros des journalistes, sa voix résonnant. Ma société paiera. Des millions en réparation pour les familles des victimes sénégalaises. Des fonds pour des visas sécurisés, des formations. Plus de négligence raciale dans mes chantiers. Amina, micro en main, ajoute « Ce n'est pas seulement une victoire légale, c'est la reconnaissance que les immigrés ne sont pas des ombres. Nous construisons cette France autant que vous. » Les caméras capturent Sophie, levant un poing timide. Pour maman et les autres. Les titres fusent en ligne. Scandale. Laurent. Majordome condamné. Empire en réforme. Dans les jours suivants, les nœuds se dénouent. Transfert bancaire vers les survivants. Enquêtes internes purgées. Duval incarcéré dans une cellule froide, ruminant sa chute. Henri signe les chèques de Bois Touang, ses mains tremblant d'une catharsis libératrice. Amina supervise les distributions au centre communautaire,
des familles sénégalaises recevant enfin dignité et soutien. C'est clos, murmure Henri à Amina lors d'une réunion privée, mais elle secoue la tête. Non, c'est le début. Les ombres d'hommes raciales persistent. Nous les combattrons. Sophie, dessinant un soleil sur un papier, symbolise l'espoir naissant. La justice, implacable, efface les derniers vestiges du complot, pavant la voie pour une rédemption collective. Henri signe le dernier chèque d'un trait ferme, ses doigts laissant une marque profonde sur le papier, comme pour sceller une dette impayée. 1 million pour le fonds, déclare-t-il à l'Assemblée réunie dans la salle de conférence de son empire immobilier, rénové en urgence pour l'occasion. Les représentants sénégalais, en costumes traditionnels aux couleurs vives, hochent l'âme ou la tête, leurs yeux trahissant une méfiance dissipée par l'action. Ce fonds soutiendra les travailleurs immigrés, formation professionnelle, aide légale pour visa, clinique gratuite contre les traumatismes des chantiers, plus d'exploitation cachée, ajoute-t-il, sa voix résonnant avec une conviction neuve, forgée dans les cendres de sa culpabilité. Amina, nommée codirectrice, se lève d'un mouvement fluide, sa robe wax flottant comme un drapeau de résilience. Nous construirons des ponts, pas des murs, des ateliers mixtes, français et africains, apprenant ensemble les métiers du bâtiment, avec sécurité prioritaire. Vos erreurs passées deviennent des leçons pour tous. Elle tend une main à un ouvrier, l'invitant à parler. Grâce à cela, mes frères ne craindront plus les effondrements. Henri observe un pincement au cœur. Il imagine sa femme approuvant, son fantôme apaisé par cette réforme. Dans les semaines suivantes, Henri réécrit les politiques internes, audits indépendants obligatoires, quotas pour embaucher des immigrés qualifiés, sanctions pour toute discrimination. Il visite un chantier en banlieue, casque sur la tête, serrant des mains calleuses, plus de négligence, chaque vie compte. Un contremaître sénégalais, sceptique au début, sourit. Vous changez vraiment? Henri acquiesce, offrant un contrat permanent, pour réparer. Sophie, impliquée activement, organise des ateliers culinaires au centre communautaire, ses petites mains pétrissant de la pâte sous le regard d'Amina. Mélange comme ça, pour unir les saveurs africaines et françaises, explique-t-elle à un groupe d'enfants mixtes, riant quand une boule de farine vole. Amina supervise, invitée comme partenaire officiel du fonds. Sophie, tu es notre ambassadrice. Tes leçons montrent que l'espoir naît de la diversité. Henri rejoint une session, maladroit avec un rouleau à pâtisserie, mais persévérant. J'apprends, enfin, pour effacer mes ombres. Le fonds décolle. Une première bourse finance un orphelinat sénégalais à Paris, une autre forme d'ingénieurs immigrés. Henri annonce publiquement « Ma fortune servira la justice sociale. Amina gère les projets. Sa vision transforme mes fautes en avenir. » Lors d'une inauguration, Sophie coupe un ruban, ses yeux pétillants. Pour tous les papas et mamans perdus. Amina murmure à Henri « Votre rédemption inspire. L'Hivong grandit quand on agit grand. » Henri, sentant une chaleur intérieure renaître, embrasse l'horizon, un monde où les barrières raciales s'effritent, pavées par ces actes massifs, semant des graines d'égalité pour les générations futures. Henri verse l'huile de palme dans la poêle crépitante, ses mains habituées au contrat maintenant maladroites avec les épices, tandis qu'Amina guide Sophie pour hacher les oignons d'un geste précis. La cuisine de la villa, autrefois froide comme un mausolée, bourdonne d'une vie nouvelle, rires étouffés, arômes citronnés du yassa montant en volute, symbole d'une famille recomposée. Sophie, les joues arrosies par la chaleur, tend une cuillère à son père. « Goûte, papa, c'est comme Amina m'a appris. Mélange pour que les saveurs dansent ensemble. » Henri savoure une bouchée, un sourire authentique éclairant son visage marqué, effaçant les rides de l'orgueil passé. « Parfait, ma chérie, comme toi. » Amina, essuyant ses mains sur un torchon wax,
observe la scène, son cœur gonflé d'une paix conquise. Regardez-nous, d'une humiliation raciale à cela, une table partagée où les cultures se fondent sans se diluer. Henri pose la cuillère, sa voix grave résonnant. J'étais aveugle, prisonnier de mes barrières. Vos leçons, Amina, ont ouvert mes yeux, l'écoute des enfants, la confrontation aux vérités enfouies. Voilà les clés de la justice. Le préjugé racial n'engendre que solitude et ruine. La tolérance bâtit des ponts indestructibles. Sophie, de grimpant sur un tabouret, ajoute d'une voix cristalline. Et maintenant, on est une vraie famille, pas par le sang, mais par le choix. Amina, tu es de ma deuxième maman, avec tes histoires qui chassent les ombres. Dehors, dans le jardin réaménagé, des enfants du centre communautaire jouent, invités pour un pique-nique. Henri distribue des bourses d'études, ses gestes assurés, scellant l'intégration des Sénégalais dans son monde. Amina inaugure un atelier. Ici, on enseigne non seulement la cuisine, mais la résilience. Les enfants apprennent que les différences enrichissent, pas divisent. Une fillette immigrée approche Sophie. « Montre-moi ton secret pour le mafé. » Sophie, confiante, répond. « C'est l'amour qui lie tout, comme mon papa l'a appris. » Henri, écoutant de loin, sent une vague de gratitude. Ses chantiers réformés emploient désormais équitablement des visas facilités pour les talents africains, effaçant les traces d'exploitation. Le soleil couchant baigne la villa d'une lueur dorée, Henri embrassant Amina d'un regard complice. « Vous avez transformé ma vie. Plus de murs, seulement des horizons ouverts. » Amina sourit. « Et vous, en affrontant vos démons, avez offert l'espoir à tant d'autres. Le racisme s'effrite quand on choisit l'empathie. » Sophie, entre eux, lève un verre de jus. « À nous et à tous ceux qui viendront. » La scène s'estompe sur leurs silhouettes unies, un tableau vivant de guérison. Sophie épanouie, Henri libéré de ses chaînes, Amina ancrée dans une nouvelle patrie. La leçon résonne. L'intolérance isole, mais l'ouverture et la vérité tissent des liens éternels, illuminant un avenir où l'équité triomphe, invitant le spectateur à réfléchir sur ses propres préjugés, avec une émotion palpable qui lingeait longtemps après le rideau. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire de Henri, Sophie et Amina touche à sa fin. Une leçon puissante sur la façon dont les préjugés peuvent briser des cœurs, mais aussi sur le pouvoir de la vérité, de l'empathie et du courage pour reconstruire un monde plus juste. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà surmonté un préjugé? Ou cette histoire vous inspire-t-elle à agir différemment? Vos avis nous enrichissent tous. Un immense merci pour votre écoute attentive. Si cette narration vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures émouvantes. À bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, vous fera vibrer autant que celle-ci. Prenez soin de vous.